Caractérisation du domaine continental, troisième vidéo, l'âge de la CC. Alors, on va déjà commencer par l'âge de la CO. Vous avez vu en première S. Alors, sur cette carte, pas toujours évidente à lire parce qu'il y a plein de couleurs, tout ce qui est en pointillé, vous avez reconnu les continents, on s'intéresse donc à l'âge des fonds océaniques. Je vous rappelle que les fonds océaniques sont fabriqués au niveau des dorsales. Donc, ce sont les petits traits noirs que vous avez. On a souvent l'habitude de les représenter par un long trait noir qui sépare par exemple l'océan Atlantique en deux parties. Et là, vous allez me dire, ouais, mais il y a plein de petits traits perpendiculaires qui décalent tout. Oui, ce sont les failles transformantes. Vous avez appris ça en première S. Donc, je vous invite à revoir vos cours. Il y a un léger décalage qui décale les dorsales. Il y a des coulissages. Bref, c'est pas le sujet. Donc, au niveau de la dorsale, en blanc, ce sont les roches les plus récentes. Plus on s'éloigne de la dorsale, donc de manière symétrique, à droite et à gauche de la dorsale, on aura des roches de plus en plus âgées. C'est le principe du tapis roulant. Vous avez fabrication au niveau de la dorsale et puis ça s'écarte et il arrivera un moment donné où ça va rentrer en subduction. C'est ce que vous avez vu en première S. Si vous regardez bien sur cette carte planétaire, les roches les plus vieilles n'atteignent pas les 200 millions d'années. Et dans les zones où on n'a pas beaucoup de roches vieilles, et bien à chaque fois on a des zones de subduction. Donc en fait, les roches océaniques finissent par disparaître, c'est le principe de recyclage de la croûte océanique. Donc on ne dépasse pas 200 millions d'années pour la CO. Par contre, pour la CC, vous pouvez voir qu'on a des roches qui sont très anciennes, plus de 2,5 milliards d'années. Alors attention, les unités là, c'est des millions d'années. Donc 2500 millions d'années, ça fait 2,5 milliards d'années. On aperçoit donc des roches très anciennes sur tous les continents par petits fragments. La majorité des roches ont entre 1 et 2,5 milliards d'années. On a quand même beaucoup de roches aussi qui sont plus âgées que 200 millions d'années. Donc ce sont toutes les chaînes, regardez bien, récentes. Les Rocheuses, les Appalaches, la Cordillère des Andes, les Alpes, etc. Donc on a des terrains d'âge différents sur tous les continents. Les plus anciennes roches sont les gneiss d'Acasta. Donc les gneiss, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, ce sont des roches souvent de type granitique qui étaient en place, qui avaient déjà refroidi, qui s'étaient formées, qui ont été réchauffées, qui ont subi des transformations à cause d'un changement de conditions de pression-température. Et donc dans ces gneiss d'Acasta, on trouve des minéraux qui ont 4,2 milliards d'années. Oui, vous avez bien entendu, 4,2 milliards d'années. Je vous rappelle que l'âge de la Terre, c'est en moyenne 4,5, 4,6 milliards d'années. Bon, ils ne sont pas tous d'accord les scientifiques. Hein. Bon, globalement, c'est pas 10 milliards d'années, l'âge de la Terre, c'est dans les 4,5, 4,6, 4,7. Et on les trouve donc à Acasta, donc dans le nord de l'Amérique. Comment est-ce qu'on fait pour dater une roche? C'est ce qu'on appelle le principe de la datation absolue ou radiochronologie. Donc c'est un principe que vous avez vu en physique, qu'on va revoir là rapidement. Donc vous savez qu'il existe des éléments radioactifs, c'est-à-dire des éléments qui vont se désintégrer, libérer de l'énergie et se transformer en un autre élément. On va donc parler d'éléments pairs et d'éléments fils. Et au fur et à mesure que les éléments pairs, donc père comme papa, hein, pas père, P-A-I-R-E, hein, les éléments pairs se désintègrent en éléments fils. On va donc avoir une diminution progressive de la quantité des éléments pairs et augmentation progressive de la quantité des éléments fils. Il arrivera forcément un moment où on aura plus d'éléments fils que d'éléments pairs. Donc, vous avez là la courbe de désintégration radioactive. J'ai un collègue, je le remercie pour ces images, elles sont superbes, je les ai reprises, qui nous explique très bien, ces images, elles nous expliquent comment on peut utiliser les éléments radioactifs, donc le rubidium et le strontium, dans des minéraux situés dans des roches pour dater l'âge de la roche. Donc on va faire un peu d'imagination. On imagine qu'on est une roche magmatique à magma au temps T0. On vient de se poser, on s'est déplacé, on est arrivé et on dit que le système se ferme. C'est-à-dire que le magma ne circule plus,
il n'y a plus de mélange avec les roches environnantes. Bref, il est coincé, il ne bouge plus. Il n'y a plus d'alimentation en magma. On a une boule de magma qui est bloquée quelque part. Donc cette boule de magma va commencer à refroidir. Et en se refroidissant, les éléments chimiques s'associent entre eux et forment des minéraux. On a ici sur le schéma le minéral numéro 1 et le minéral numéro 2. À la cristallisation du magma, on a un rapport rubidium-strontium qui est toujours égal dans tous les minéraux. Tous les minéraux absorbent la même quantité de strontium 86-87. Par contre, le rubidium est plus difficile à intégrer dans la structure de minéraux et certains minéraux vont intégrer plus de rubidium que d'autres. De plus, le rubidium est un atome qui n'est pas stable. Donc, on va travailler là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment de la fermeture du système? Si on fait un graphique qui nous indique en abscisse le rapport rubidium 87 sur strontium 86. Strontium 86 est un élément stable. On fait le rapport strontium 87 sur strontium 86, donc 87 et 86 sont également stables. Le strontium 87, lui, va provenir de la désintégration du rubidium. Donc on a, pour chaque minéral, un rapport initial de rubidium 87 sur strontium 86 qui ne sera pas le même. Le minéral 1, regardez sur le schéma, il a enfermé moins de rubidium que le minéral 2. Donc, son abscisse sera plus proche du zéro que celle du minéral 2. Par contre, ils ont enfermé la même quantité de strontium 86-87. Donc, leur donnée de départ, elle est la même pour les deux minéraux. Là où ça va changer, c'est que le rubidium 87 se désintègre. Donc, avec le temps, le rubidium 87 se désintègre en strontium 87. Ce qui fait que dans chaque minéral, on va augmenter la quantité de strontium 87. On va donc modifier le rapport strontium 87 sur strontium 86. Ce qui veut dire quoi? Comme le rubidium s'est désintégré, donc la valeur d'abscisse rubidium 87 sur strontium 86, ce rapport-là, vu que rubidium a diminué, le rapport diminue. Donc on va avoir un décalage de l'abscisse vers la gauche. Mais comme le rubidium s'est décomposé et a fabriqué du strontium, on va donc augmenter le rapport strontium 87 sur strontium 86. On va donc modifier leurs données vers la hausse. Donc, pour chaque point minéral 1, minéral 2, avec le temps, on va avoir un décalage. On va avoir une diminution de l'abscisse, une augmentation de leurs données. Et on va donc avoir un décalage de la courbe qui va progressivement avoir une pente. On arrive au temps T2, on va dire que c'est le temps actuel. Donc on arrive, on prend un échantillon de roche. On mesure la quantité de rubidium 87, la quantité de strontium 86 et la quantité de strontium 87. On fait les rapports pour chaque minéral, on choisit 5-6 échantillons, 5-6 minéraux différents. On mesure les rapports dans chaque minéraux. Alors on mesure, moi je suis capable de le faire, c'est des super tronches à la fac qui font ça, ils ont les machines et tout pour le faire. Et on va positionner ces points dans le graphique. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir utiliser encore une équation mathématique et utiliser la pente de la droite isochrone pour calculer l'âge de notre roche. Comment est-ce qu'on fait? Le tracé de la droite nous donne le rapport initial 87 SR sur 86 SR. D'accord? Donc la valeur B. On l'a par recoupement de leurs données. Il nous faut la pente. Bon, une pente, c'est delta Y sur delta X. C'est pas compliqué. Ça, vous devez le savoir par cœur. Tous les ans, j'ai des élèves en SVT en cours ou en devoir. Ils me disent, Madame, comment je fais pour calculer la pente? Mais vous l'avez appris en maths. Depuis des années, vous savez le faire. Donc, delta Y sur delta X. Vous avez votre pente, vous avez votre B. Donc, maintenant, Y égale à X plus B. C'est une formule mathématique toute simple. Y, c'est quoi? C'est 87 SR sur 86 SR.
X, c'est quoi? C'est 87 RB sur 86 SR. Et comme on a... Alors là, on revient à la physique. On a une constante de désintégration. Donc du coup, en appliquant la pente, on sait que ça a été prouvé en physique. Je ne vais pas refaire le calcul. A, la pente est égale à exponentielle lambda t moins 1. Vous avez calculé A. Donc vous pouvez remplacer dans votre formule et vous pouvez isoler t. Donc en isolant t égale logarithme népérien de a plus 1 sur lambda, la constante de désintégration. Alors vous allez me dire, madame, logarithme népérien, j'ai pas encore vu. On a un petit problème de décalage entre les programmes de SVT et de maths. Bien souvent, vous faites le logarithme népérien en maths après la leçon de SVT. C'est pour ça qu'on ne fait pas, nous, les démonstrations de calcul en SVT. Je le fais quand mes élèves ont fait le LN en maths, sinon je ne le fais pas. Donc pour l'instant, ce que vous avez à retenir, on ne vous demande pas en SVT de démontrer la formule pour arriver à T. Vous devez simplement l'appliquer. Donc vous devez être capable, à partir d'une droite isochrone y égale à x plus b de ce type, de calculer la pente et d'appliquer t égale ln de a plus 1 sur la constante de désintégration. Par contre, la constante de désintégration du rubidium, 87, c'est 1,42 10-11 par an. Je vous invite à le connaître par cœur. D'accord? Dans l'ancien programme, ils en avaient 4 ou 5 de constantes de désintégration à apprendre. Là, vous n'en avez qu'une. Faites l'effort de la retenir. Parce que si vous avez un sujet de type 1 et que vous n'êtes pas capable de mettre une simple valeur numérique à retenir dedans, là vous allez vous en prendre plein la tronche. Donc retenez lambda. De toute façon, lambda, on ne vous la donne pas tout le temps dans les exercices, vous avez intérêt à la connaître. Donc, vous calculez la pente, vous connaissez lambda, vous appliquez la formule et vous allez trouver l'âge de la roche. Alors, bien souvent, on vous donne un exercice sur le graphique, on vous met deux pentes. On dit la droite isochrone du granit 1, la droite isochrone du granit 2. Sans démontrer, dites qui est le plus âgé. C'est simple, c'est celui qui a la pente la plus forte qui est le plus âgé. Parce que si vous faites le calcul, vous verrez que T sera plus important. Donc ça, c'est à retenir, c'est tout bête. Donc on reprend. J'ai ici mon axe. En bas, je mets rubidium, strontium. En haut, je mets strontium, strontium. J'ai mon minéral A que j'ai récupéré dans une roche. Je mesure les deux rapports. Je place un point. A0. Je prends un minéral B. Je mesure les rapports dans ce minéral. Je pose mon point B0. J'ai donc tracé ma droite. À T égale 0, isochrone, c'est la fermeture du système. Mais, avec le temps, mon point se décale. Pourquoi? Parce que le rubidium se désintègre et se transforme en strontium. Donc mon abscisse diminue, mon ordonnée augmente. Je suis à T égale 1, j'ai un autre isochrone. La pente augmente donc avec le temps. Je continue d'augmenter le temps. Comme mon rubidium se désintègre, donc le strontium augmente puisqu'il a été fabriqué à partir du rubidium. À T égale 2, j'ai un autre isochrone. La pente a encore augmenté avec le temps. J'ai mon rapport initial grâce à la courbe. Et je vais donc pouvoir calculer, en connaissant A la pente, donc delta Y sur delta X, je peux calculer T égale ln de A plus 1 sur lambda. Donc on est bien d'accord, quand on fait des mesures à partir des échantillons, la droite bleue, là, on ne peut jamais la poser. Si on devait pouvoir matériellement la dessiner, il faudrait être là quand le granit se met en place, par exemple, et quand il se ferme. Quand le système se ferme et qu'il commence à refroidir. Ouais, la plupart du temps, on fait des calculs. Les granites, ils ont 300 millions d'années. Si vous êtes aussi vieux que ça, vous êtes fortiche. Les 3/4 du temps, vous faites des mesures sur une roche qui est déjà vieille et refroidie, et vous allez obtenir une droite avec une pente. D'accord? On peut très bien vous donner un tableau avec les valeurs X et Y, donc c'est-à-dire rubidium, strontium et strontium, strontium, et c'est à vous de tracer la droite, et après vous calculez la pente. Donc si vous tracez une droite et que vous avez une pente très faible, je vous invite à vous poser des questions, regardez bien votre tableau.